Donc peut-être juste un petit propos introductif rapide sur la fédération, sur le contexte qui a amené aussi à l'intégration des crèches et des entreprises de crèches, enfin des crèches et des micro-crèches au sein de la convention collective. Donc peut-être en quelques mots assez rapides sur la FESP, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, j'ai eu beaucoup d'adhérents autour de l'écran. Donc c'est la Fédération historique des entreprises de services à la personne. Elle a été fondée en 1996. Elle représente plus de 4000 entreprises, 140 000 salariés qui interviennent sur l'ensemble du territoire national, ainsi que notamment dans tous les territoires ruraux, ultramarins, quartiers prioritaires de la ville ou urbains, et qui représente aussi toutes les activités de service à la personne. Donc, c'est vraiment la spécificité de la fédération, ce qui représente des acteurs qui interviennent à la fois sur le champ de la petite enfance, avec des crèches et des micro-crèches, mais également auprès des personnes âgés en situation de dépendance et ou de handicap, en passant par toutes les activités du quotidien, ménage, repassage, soutien scolaire, jardinage, ce qui nous permet d'avoir une forte représentation, une vision 360 sur tous les enjeux sociaux et sociétaux. Et donc, de fait, au niveau des pôles petite enfance qui nous intéressent aujourd'hui, la fédération représente, comme je le dis, 1300 entreprises de crèches et de micro-crèches qui seront concernés du coup au 1er janvier par l'intégration. Et voilà, parfait. Juste sur les principales missions portées par la fédération, alors elles sont de 2 titres. Il y a une première mission qui est l'accompagnement quotidien des structures. Et donc à ce titre-là, les adhérents peuvent bénéficier d'un accès en illimité aux services juridiques de la fédération, donc pour poser toutes leurs questions RH, pour disposer des modèles de documents. Et ça, on va voir aussi tout l'important justement d'être accompagné la mise en œuvre d'une convention collective, notamment dans les différentes étapes qui peuvent porter sur le temps de travail, sur les négociations d'accords, sur des procédures aussi, ça peut arriver, j'espère que ce n'est pas le quotidien, mais sur des procédures de licenciement, par exemple. Donc voilà, c'est tout l'objet du service juridique, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous transmettre des alertes en temps réel aussi sur toutes les actualités, comme ça a été le cas, par exemple, avec la convention collective, vous informer qu'elle rentre en vigueur. Ça sera la même chose lorsqu'il y aura à chaque fois des avenants qui vont venir compléter cette convention. Ça, on va y revenir. De par son poids aussi, la fédération qui a élaboré en 2000, alors on remonte à plus loin, dès 2005, les premiers textes sur la convention collective, fait partie justement des organisations qui sont autour de la table des discussions paritaires, que ce soit sur la convention collective sur son aspect droit social, mais également sur l'aspect formation professionnelle. Et donc, à ce titre, elle porte la voix de ses membres autour de la table des négociations. Donc ça, c'est vraiment sur la partie accompagnement quotidien avec des commissions métiers qui permettent de se réunir et de porter justement votre voix et de faire en sorte que votre voix qui a été portée soit celle défendue après auprès des pouvoirs publics. Et donc à ce titre-là, et après j'arrête sur le chaîne de présentation de la fédération, mais c'est important pour vous visualiser bien aussi également les différents champs portés par la fédération, et vous comprendrez du coup pourquoi on arrive aujourd'hui à l'extension de cette convention collective. Donc, de par son poids, la fédération est aussi membre du bureau exécutif du MEDEF. Elle siège aussi au sein des différentes caisses de sécurité sociale, que ce soit la CNSA, la CNAF, la CNAB ou la CNAM. Elle est membre, bien entendu, du comité de filière petite enfance et du HCFEA. Donc après, au niveau des principales fonctions associées à celle-ci, c'est aussi vous représenter auprès des pouvoirs publics et défendre vos enjeux et œuvrer en faveur de l'attractivité et de la fidélisation des métiers. Donc là, l'idée, c'est comme je le disais, de pouvoir vous rappeler un petit peu le contexte qui a mené justement à la signature d'un accord en novembre dernier qui prévoit votre intégration au sein de la convention collective. Ensuite, après, on puisse échanger aussi sur les principales dispositions qui vont s'appliquer à vous dès janvier, les travaux en cours et les éléments qui portent sur la formation professionnelle. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai signalé, dès que vous avez des questions, à nous les indiquer sur le chat. Comme ça, on pourra vous donner la parole et y revenir. On peut avancer, Soukaina, s'il te plaît. Alors, juste pour bien vous situer le contexte qui a amené justement à la signature de cet accord, c'est que au sein de la fédération, et c'est là depuis 2005, date à laquelle les premières discussions autour du champ d'application de la convention collective ont été menées,
les crèches et les micro-crèches, de la fédération, avaient une volonté qui était celle de disposer d'une convention collective unique, c'est-à-dire d'une convention collective à proprement parler à destination des crèches et des micro-crèches. Alors, il s'avère que dans le cadre des travaux avec les pouvoirs publics, la volonté des pouvoirs publics était différente en ce qu'elle visait justement à plutôt avoir une limitation du nombre de branches professionnelles et une fusion entre les branches plutôt que de nouvelles branches qui se créent. Et donc, ce qui explique pourquoi en 2007, dans le champ d'intégration de la convention collective, figuraient uniquement les crèches d'entreprise, donc les entreprises qui étaient adossées dans leurs locaux à une crèche, et non pas les entreprises de crèches et de micro-crèches, activités que vous réalisez pour la plupart d'entre vous. Dès 2017, donc, des réflexions ont été menées, parce que donc, de 2007 à aujourd'hui, c'est-à-dire que vous aviez le choix soit d'adhérer de manière volontaire à une convention collective, ou de ne pas appliquer de convention collective. Et donc, à ce titre-là, vous releviez du champ du Code du travail, avec toutes les mesures qui s'appliquent à toutes les boîtes, quel que soit leur secteur d'activité. En 2017, il y a une première réflexion qui a été initiée un peu en interne au niveau de la fédération avec les membres, à savoir sur le fait d'intégrer une convention collective. Donc, à ce titre-là, il est vrai que la convention collective des entreprises de services à la personne a rapidement été identifiée comme la convention la plus adaptée à vos enjeux. D'autant que dès 2018, il y a des branches voisines, notamment les branches du lien social, de l'animation, qui se sont intéressées à vos activités et qui ont signé des accords pour intégrer les entreprises de crèches et de micro-crèches au sein de leur champ. À savoir que là, on est quand même sur des branches donc, qui sont plutôt associatives et avec quand même des surcoûts et des modalités de financement, puisqu'ils ne correspondent pas à vos réalités à vous. Et donc, de fait, pour nous, c'était important de préserver à la fois votre équilibre économique, mais également les réalités organisationnelles qui sont les vôtres au sein d'une convention collective. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu pour ne pas que, justement, vous puissiez être intégré dans d'autres branches qui ne correspondaient pas à ces enjeux, et bien être intégré au sein d'une branche où vous auriez pleinement la capacité, justement, pour porter votre voix et porter les orientations qui sont les vôtres. Il y a aussi eu une accélération très forte, et ça, on va y revenir, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément d'acteurs autour de l'écran, à savoir que dès 2022, ont été initiés des travaux avec les pouvoirs publics autour de l'attractivité des métiers et de la possible revalorisation salariale des professionnels de la petite enfance. Ce qui s'est matérialisé avec un nom qui vous parle peut-être plus aujourd'hui, avec le fameux bonus attractivité, tel qu'annoncé par les ministres Catherine Vautrin et Sarah El Haïry, et qui vise à permettre la revalorisation en moyenne de 150 € par mois par professionnel. Et donc, à ce titre-là, dans le cadre des travaux qui ont été initiés avec le ministère, l'une des premières obligations pour percevoir ce bonus était que toutes les structures puissent être intégrées au sein d'une convention collective. Alors, les structures associatives, elles, relevaient de l'une des 3 conventions qui traitaient sur le sujet. Sur les structures publiques, elles relevaient aussi d'accords nationaux, mais les entreprises de crèches et de micro-crèches qui n'étaient couvertes jusqu'alors par aucune convention collective se devaient d'être intégrées au sein d'une convention. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a eu une démarche proactive dès 2022 pour intégrer justement vos structures au sein de la convention collective des entreprises. Et donc, en 2023, un accord, on a porté au niveau de la fédération un accord au niveau de la branche, auprès des organisations syndicales et patronales du secteur, pour demander de manière officielle l'intégration des crèches et des micro-crèches au sein de la convention collective. Donc cet accord a été signé par les principales organisations syndicales de la branche. Et donc pour entrer en vigueur, il fallait ensuite l'envoyer au service du ministère du Travail, chose qui a été faite, attendre que celui-ci, enfin que ces services-là étudient en détail l'accord, s'assurent de sa légalité, et derrière, l'étendent. L'étendent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sortent par une publication officielle le fait que cet accord ait vocation à s'appliquer à tous les acteurs concernés. Et donc, c'est ce qui a été fait en décembre dernier, donc il y a une semaine maintenant.
Et de fait, tel que prévu par l'accord, cette convention collective s'appliquera à toutes vos structures dès le 1er janvier 2025. Donc voilà au niveau du contexte. Donc, pour résumer, là où vous aviez le choix jusqu'à présent d'aller vers la branche de votre choix, d'appliquer la convention collective de votre choix, vous serez tenu au 1er janvier d'appliquer la convention collective des entreprises de services à la personne. Je vois qu'il y a des questions sur est-ce que cette convention va s'appliquer aux salariés ou seulement aux cadres. Ça, on va y venir. Elle va s'appliquer à tous les professionnels. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes une structure, votre convention de référence sera celle des entreprises de services à la personne. Et donc, tous vos salariés, qu'ils soient cadres, agents de maîtrise ou intervenants, seront régis par les dispositions de cette convention collective. Et sur le bonus attractivité, je vois qu'il y a des questions et c'est normal, on s'y attendait. On a un point dédié un peu plus tard dans la présentation. Et pour bien resituer aussi, parce que je vois qu'il y a des questions, on ne parle pas des structures associatives ou publiques, on parle vraiment des entreprises de crèches et de micro-crèches. Et oui, les micro-crèches ou les crèches qui appliqueraient de manière volontaire une autre convention collective devront dénoncer l'application volontaire de cette convention collective et appliquer de manière obligatoire la convention collective des entreprises de services à la personne au 1er janvier. Alors, sur les enjeux et sur les besoins, ils sont pluriels, c'est-à-dire que déjà, tout d'abord, le fait de relever d'une convention collective permet de disposer d'un cadre conventionnel adapté et sécurisé. Adapté parce qu'on est dans une convention de service, et donc dans une convention collective qui traite déjà d'un certain nombre de sujets petite enfance avec la garde d'enfants à domicile. Sécurisé parce que c'est une convention qui correspond à vos enjeux financiers, c'est ce que j'expliquais. À titre illustratif, sur des branches associatives un peu plus anciennes, on va avoir des cotisations, notamment sur la prévoyance, qui peuvent être de l'ordre de 4%, des cotisations sur la formation professionnelle qui peuvent être de l'ordre de 3%. Donc, en termes d'impact sur la masse salariale, vous voyez bien que ça fait quand même un impact assez important si jamais vous releviez de ces conventions collectives. D'autant que, comme je le disais, les modalités de financement de ces structures sont complètement différentes des vôtres. C'est-à-dire que vous n'avez pas ou peu de financement direct public, vous n'avez pas des conventions avec des reprises de déficit, ce genre de choses. Donc, c'est important de disposer d'un cadre sécurisé. Il fallait aussi qu'on ait c'est important aussi de relever d'un champ professionnel pour permettre aussi à vos salariés de disposer d'un vrai levier de fidélisation et d'attractivité. Ce qui est certain, c'est qu'en appliquant une convention collective au sein de votre structure, ça va apporter des droits supplémentaires à vos salariés. Et ça, c'est quand même un élément de fidélisation important. Il y a un élément qui est clé aussi, c'est le soutien pour la formation professionnelle des intervenants. Ça, on va y venir tout à l'heure. Là où aujourd'hui, soit vous étiez sur de l'interpro ou de manière volontaire, vous étiez rattaché à certains opérateurs. Là, demain, voilà, vous allez être intégré pleinement à un opérateur qui est celui de l'OP et vous allez aussi bénéficier de toutes les actions qui sont entreprises au sein de la branche professionnelle en matière de formation professionnelle de vos intervenants. Et ça, c'est quand même majeur parce que vous allez du coup cotiser certes, mais percevoir les modalités, directement et très concrètement les fruits de ces cotisations. Et ensuite, après, il y a des enjeux un peu plus politiques, notamment sur l'éligibilité et l'application au bonus attractivité, mais ça, on y reviendra. Et peut-être juste pour vous dire à l'esprit, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, avec quelles sont les principales dispositions qui vont s'appliquer dans quelques jours, il faut avoir à l'esprit que cette convention collective, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que là, on a une convention collective déjà qui, de base, est assez récente par rapport à d'autres conventions collectives qui datent de la période d'après-guerre. Là, nous, on a une convention collective qui est étendue depuis 2014, on voit, et qui est applicable depuis 10 ans, donc ce qui est peu par rapport à d'autres conventions, qui porte essentiellement à date sur les métiers réalisés à domicile, mais ce qui ne veut pas dire que la convention ne va pas évoluer. C'est-à-dire que là, il y a certaines dispositions qui vont s'appliquer de plein droit à vos structures, à vos salariés, mais après, tout le restant va être à écrire. Et donc, à ce titre-là, nous, on va l'écrire. Alors, ce n'est pas moi qui vais Mediti-Bourtine qui me réveille un matin en disant, bah oui, tiens, je considère qu'il faut mettre la virgule à tel endroit ou qu'il faut porter tel sujet. Non, c'est vous, en fonction aussi de vos réalités
managériales, de vos besoins, des enjeux d'attractivité, des enjeux en matière de professionnalisation qui allaient justement, qui vont porter les enjeux et besoins qui vont être retranscrits par ailleurs au sein de la convention collective. On peut reprendre aussi une série de questions. Le surcoût total, bah ça, on va y venir. Vous allez voir les mesures qui vont s'appliquer. Alors, là où je peux vous rassurer, c'est que par rapport à d'autres conventions collectives et par rapport au risque d'être intégré dans d'autres conventions collectives, hein, ce qui a failli être le cas, vous avez la convention collective la plus sécurisée financièrement. Il y aura nécessairement un surcoût, parce que comme toute disposition nouvelle qui vient s'appliquer, bah, ça peut être un peu plus coûteux, mais il y aura aussi des bénéfices, et c'est tous ceux que je viens d'exposer, et notamment sur l'accompagnement à la formation professionnelle. Bah oui, ça, une question pour savoir est-ce qu'on relève du Code du travail, est-ce qu'on doit adhérer obligatoirement au 1er janvier à cette convention collective? La réponse est oui. Euh, Est-ce que la CCN a été mise à jour avec les spécificités des micro-crèches? Alors oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, par rapport au fait que la micro-crèche et les crèches vont devoir appliquer cette convention collective. Et après, sur le restant, sur les sujets qui vont être à discuter et à négocier, ça, c'est ce que j'indiquais, à savoir que on va avoir besoin que vous nous alimentiez sur les sujets qui sont pour vous des enjeux majeurs. Je pense par exemple des sujets qui ont trait à la durée du travail, d'autres qui ont trait aussi aux relations avec les organisations syndicales peut-être, d'autres des gestions sur le travail de nuit, les amplitudes, etc. Ça va être des éléments apportés au niveau des organisations syndicales et autour de la table des négociations. Légal de dénonciation d'une convention collective, ça on va y venir. Alors sur l'OPCO, pareil, ça c'est ce que j'indiquais, l'OPCO de référence va bien être l'OPCO entreprise de proximité en janvier 2025. Et je vois, bon après on va avancer sur les éléments qui vont être appliqués, comme ça vous allez voir, mais pour ceux qui disent oui, c'est une charge en plus, enfin je tiens vraiment à rappeler, hein, c'est-à-dire que si c'est vraiment une opportunité de pouvoir être au sein de cette convention collective où vous allez avoir justement la possibilité de porter vos demandes, vos enjeux et d'avoir un cadre qui corresponde vraiment à vos réalités par rapport au risque qui était extrêmement grand que d'être intégré dans une convention collective assez ancienne avec des surcoûts très importants. On peut avancer. Soukaina, s'il te plaît. Donc voilà, Soukaina, je te laisse la main pour présenter justement les principales mesures qui vont entrer en vigueur dès janvier 2025. Et après, on pourra justement échanger aussi sur toutes les mesures qui vont être discutées au courant de l'année au regard des besoins pour vos organisations. Eh bien, merci Mehdi. Alors, bonjour à tous. Donc, Soukaina Armiki, responsable juridique de la FESP. Comme le disait Mehdi, l'idée, c'est vraiment de vous présenter les principales mesures de la Convention collective des entreprises de services à la personne qui vont vous être applicables ou qui pourront l'être au 1er janvier 2025. Les mises à jour que vous devez faire pour anticiper l'entrée en vigueur de la Convention collective et de ne pas faire une liste exhaustive de toutes les démarches à faire, sachant que des ateliers ou des webinaires spécifiques sur des thématiques choisies par les adhérents de la fédération seront organisés ultérieurement pour vous accompagner vraiment tout au long de la mise en œuvre de la convention collective des entreprises de services à la personne. Donc, concernant les premiers impacts de l'entrée en vigueur de la convention collective au 1er janvier 2025 pour vos structures, première chose à faire, c'est d'anticiper l'entrée en vigueur de cette convention-là en informant vos salariés et les représentants du personnel si vous en avez. Donc, vis-à-vis des salariés, lorsque vous êtes soumis à une convention collective nationale ou des accords collectifs, vous devez afficher et communiquer à l'ensemble du personnel un avis les informant quelle convention collective leur est applicable, ainsi que les modalités de consultation de ces textes-là sur les lieux de travail. Donc, dès à présent, communiquez l'information auprès de vos salariés, préparez les conventions collectives dans les locaux de vos crèches et micro-crèches pour que les salariés puissent les consulter si besoin.
Deuxième chose à faire, que vous pouvez dès à présent commencer, c'est la mise à jour de vos contrats de travail et la signature des avenants au contrat de travail pour les salariés qui sont déjà en poste, en indiquant l'application de la convention collective des entreprises de services à la personne, donc le numéro 3127, ainsi que la mise à jour des données et fiches de paye via la DSL pour tenir compte de certaines spécificités de la convention collective, comme par exemple l'application d'une prime d'ancienneté, j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite, l'application d'une indemnité kilométrique conventionnelle lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour des besoins professionnels, par exemple. Pareil, lors de vos déclarations auprès de l'URSSAF, pensez désormais à préciser la convention collective applicable pour le paiement des cotisations, lors des déclarations préalables de l'embauche, etc. Pour les structures qui ont des règlements intérieurs, il faudrait éventuellement le mettre un jour en tenant compte de la convention collective, notamment en matière disciplinaire. Donc ça, c'est les premières mesures que vous pouvez dès à présent faire pour anticiper l'entrée en vigueur de la convention. Et donc là, je vous présente les principales mesures qui sont applicables dans la convention collective des entreprises de services à la personne et qui pourront vous être applicables ou que vous pouvez appliquer dès le 1er janvier 2025. Donc, concernant le contrat de travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des mentions obligatoires comme l'intitulé de la convention collective applicable. Donc, en mettant à jour vos documents, il faudrait préciser l'application de cette convention-là. Pour les salariés à temps partiel, en rappelant qu'il s'agit d'un contrat obligatoirement écrit, en précisant la convention collective applicable, rappeler conformément aux dispositions de la convention collective que le salarié n'est pas tenu d'une clause d'exclusivité. Autre nouveauté que vous pouvez appliquer sans avoir à négocier un accord d'entreprise au sein de votre structure, c'est les heures complémentaires au-delà de 10% légal. Donc, juste pour rappel, la loi prévoit la possibilité pour le salarié à temps partiel d'accomplir 10% d'heures complémentaires par rapport à ce qui est prévu dans son contrat de travail. Cette limite peut être montée à 33% si un accord collectif le prévoit. Donc, pour les structures qui actuellement n'étaient soumises à aucune convention collective, vous aviez l'obligation de négocier un accord d'entreprise pour pouvoir porter cette limite à 33%. Au 1er janvier 2025, en appliquant la convention collective des entreprises de services à la personne, vous n'aurez plus besoin de négocier obligatoirement d'accord collectif sur le sujet, étant donné que c'est précisé et c'est permis par la convention des entreprises de SAP. Peut-être juste une précision, Soukaina, merci beaucoup, même si c'est loin d'être fini, mais je vois qu'il y a beaucoup de réactions en se disant oui, est-ce que j'aurai le temps d'ici 15 jours de me mettre en conformité, mes structures ferment à Noël et autres. Là, ce que je rappelle, c'est que c'est tout l'objet de ce webinaire. C'est-à-dire que le webinaire aujourd'hui vise à vous dire, on sait que c'est quelque chose de nouveau pour vous, on en est conscient, on sait que ça va demander du boulot, donc nous, on est là vraiment pour vous accompagner. On sait que ça peut mettre un peu de temps. Nous, bien sûr, le positionnement, il est de dire, essayez d'être prêt ou même soyez prêt pour le 1er janvier. Après, on est conscient que ça mettra peut-être un peu plus de temps pour certaines boîtes. Et donc, vraiment, l'objectif, voilà, c'est de vous transmettre très rapidement l'information. Vous voyez, l'accord a été étendu la semaine dernière. On est très réactif. Une semaine après, il y a un webinaire où on vous présente vraiment en détail les différentes évolutions. Il y a des modèles de contrats aussi qu'on pourra vous envoyer, ce genre de choses. Donc, voilà, il faut vraiment se dire qu'il faut essayer au maximum de se mettre en conformité. Il y a peut-être des éléments sur lesquels vous n'allez pas être en conformité dès janvier. Bon, l'idéal, c'est d'essayer de se mettre le plus rapidement possible en conformité. Mais au moins, là, dès aujourd'hui, vous avez les bonnes informations. C'est vrai que c'est important de le rappeler, Mehdi, parce que quand il y a des contrôles, par exemple, la bonne foi peut jouer en votre faveur, compte tenu des délais d'extension et donc d'application de la convention collective, au moins anticiper les démarches en informant les salariés. Ça montre que vous avez pris en compte la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective à vos structures
et que vous avez commencé les démarches malgré la période qui peut être compliquée parce que certaines structures ferment, qu'il y a les vacances, etc. Je regarde s'il y a des questions parce que je ne les vois pas. Alors, la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver le texte de la convention collective, on peut vous le communiquer avec le document de présentation après le webinaire. Pour le règlement intérieur, pareil pour la procédure de dénonciation des accords, ça on pourra vous l'envoyer, enfin vous pourrez nous saisir pour ceux qui voudront cette procédure et Soukaina pourra vous la transmettre à l'issue du webinaire. Exactement. Je vois que ça revient beaucoup pour ceux qui appliquaient de manière volontaire une autre convention collective. On pourra vous accompagner. Concernant les modifications que vous devez éventuellement apporter à votre règlement intérieur, si c'est des modifications importantes, comme par exemple l'échelle de sanctions, la durée de la mise à pied conservatoire, etc., ce sont des éléments importants qui vont être modifiés dans le règlement intérieur. À ce moment-là, il faudrait effectivement recommencer la procédure de publicité et de dépôt du règlement intérieur en le modifiant. Alors, il y a une demande. Après, il y a une question sur les classifications, rémunération, ça, oui. On y reviendra par la suite. Donc, j'avance et on pourra faire un point par la suite si besoin. Et je vois, alors c'est normal, hein, c'est-à-dire que c'est une réaction, je vais dire, tout à fait normale de se dire oui, tiens, c'est un surcoût, c'est un élément nouveau, j'ai pas eu l'info. Après, voilà, nous, on est là pour essayer de cibler un maximum de monde. C'est-à-dire que pour tous les adhérents qui sont autour de l'écran, là, vous avez eu l'info, vous savez que depuis un an déjà, on travaille dessus. Pour les structures qui sont non fédérées, c'est ce genre d'événements, à défaut d'être fédérés, qui sont là pour vous informer aussi. Et puis, comme toute nouvelle convention, forcément, on a tendance à voir les choses en se disant ah tiens, ça va être un impact, c'est terrible. Et on entend tout à fait que ça va être un impact, que c'est compliqué en ce moment pour les structures, et ça, on va y revenir. Néanmoins, voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a d'autres conventions collectives qui étaient désireuses de vous intégrer au sein de leur champ, qui, elles, ont des surcoûts qui sont du simple au dixième. Donc voilà, on est là pour vous transmettre l'information, on est là pour vous donner un maximum d'outils aussi également pour vous mettre en conformité. Et après, voilà, il faudra que vous fassiez en fonction de vos moyens, de vos besoins, de votre capacité aussi à pouvoir justement, surtout ce que disait Soukaina, proposer des avenants, ce genre de choses, mettre ça en conformité pour idéalement le 1er janvier, ça c'est ce qu'on peut vous préconiser, et après pour dès que possible. Il y avait une question peut-être, Soukaina, de Lydie. Oui. Lydie, je vais vous activer votre micro. Vous allez pouvoir poser votre question. Oui, Lydie, vous pouvez normalement désactiver votre micro maintenant. Enfin, vous pouvez activer votre micro plutôt et poser votre question. Bon, en attendant, du coup, Soukaina, on peut peut-être avancer. Il y avait des questions aussi sur, Soukaina, peut-être que tu peux y répondre, sur oui. La primauté entre des accords d'entreprise ou la convention collective. Alors, ça dépend des thèmes de négociation. Donc, ça, c'est les dispositions légales qui s'appliquent et qui prévoient certaines thématiques dont la primauté est accordée aux conventions collectives ou aux accords de branche. Par exemple, les salaires minima conventionnels. Donc, entre un accord d'entreprise et un accord de branche, c'est l'accord de branche qui prime dès lors que ça fait partie des thèmes qui bénéficient de la primauté. Par contre, si les accords d'entreprise sont plus favorables que ce que prévoit l'accord de branche, à ce moment-là, c'est l'accord d'entreprise qui va primer. Ça concerne, comme je le disais, les salaires. Donc, si vous avez une grille conventionnelle qui prévoit une rémunération pour le premier niveau, je prends un exemple au hasard, à 12 €. Si votre accord prévoit une rémunération supérieure à 12 €, c'est l'accord d'entreprise qui va primer. Et donc, on a 13 thèmes dont la primauté est accordée aux accords collectifs et conventions de branche, comme les salaires, les classifications, mutualisation des fonds du paritarisme, etc. Sur les autres thèmes, c'est l'accord d'entreprise qui va primer.
Ça, c'est un point qui pourrait faire l'objet d'un webinaire spécifique pour les adhérents s'ils le souhaitent, pour savoir comment négocier et sur quoi négocier. Tout à fait, sachant que comme dit Soukaina, on va organiser une série après d'ateliers, hein, pourra de manière beaucoup plus approfondie rentrer en détail sur ces différentes procédures, sur les primautés des accords versus les conventions collectives. Voilà, ça, on organisera ça au courant de l'année, mais c'est important que vous ayez cette vision dès aujourd'hui, en tout cas de ce qu'il faudra faire. Après, il y a des questions sur la prévoyance, sur la grille de classification, qui n'est pas encore prévue par la convention collective, mais ça fait un point particulier qu'on traitera par la suite. On fait beaucoup de teasing pour vous garder jusqu'au bout du webinaire. Vous remarquerez sur toutes les questions que vous posez, mais c'est normal. C'est normal, c'est des questions importantes, donc on y vient après. Et juste une question importante, donc quand on a une grille conventionnelle qui est en dessous du SMIC, c'est le SMIC qui doit s'appliquer. Donc c'est au minimum le SMIC, et si des dispositions conventionnelles prévoient une rémunération plus favorable que le SMIC pour les salariés, à ce moment-là, on applique les dispositions conventionnelles. Alors, je vois sur la période d'essai, il y a une remarque en disant oui, c'est encore une charge en plus sur le. Pas du tout, au contraire, c'est une possibilité qui vous permet de renouveler la période d'essai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de possibilité de renouveler votre période d'essai si vous n'avez pas d'accord, je parle sur ton contrôle Soukaina, si vous n'avez pas d'accord de branche. Là, avec la convention collective, vous allez avoir la possibilité de renouveler la période d'essai, et l'indemnité de rupture, c'est uniquement si la période d'essai est rompue pendant la période renouvelée. Et dans tous les cas, vous aurez eu la possibilité de renouveler la période de 2 mois au plus pour le salarié. Donc, c'est vraiment un avantage pour vous, en tout cas pour, tester et s'assurer que le salarié dispose bien de toutes les compétences, 2 mois de plus que lorsque vous releviez du droit commun. En fait, c'est ça. Actuellement, avec les dispositions légales, prévoit la possibilité de renouveler une période d'essai uniquement si une convention collective ou un accord de branche étendu le prévoit. Après, je rejoins juste parce que je vois que, excuse-moi, je te coupe, Soukaina, il n'y a aucune obligation à renouveler la période d'essai. Hein, parce que je vois que certains disent oui, c'est l'employeur qui paye. Bon, c'était le prérequis pour renégocier le renouvellement. C'est-à-dire que, comme toute convention collective, je peux vous assurer, je vous invite à aller voir les autres conventions collectives dans d'autres branches. Vous êtes sur des conventions collectives qui sont nettement plus coûteuses. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas obligé de renouveler la période d'essai, comme ça, il n'y aura pas de surcoût, mais vous serez sur une période d'essai de 2 mois. Si vous voulez la renouveler, c'est la contrepartie pour pouvoir renouveler la période d'essai. Et évidemment, ça se fait avec l'accord du salarié. En fait, pour pouvoir renouveler une période d'essai, il faut que cette possibilité soit prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu, et avec l'accord express et préalable du salarié qui se traduit par la signature d'un avenant de renouvellement de la période d'essai. Donc, c'est une possibilité qui vous est offerte, alors qu'actuellement, vous aviez une période d'essai qui peut aller, selon le statut du salarié, 2 mois, 3 mois, et c'est tout, sans possibilité de renouvellement. Désormais, avec la convention collective, il serait possible, si vous le souhaitez, si vous le jugez nécessaire, de renouveler la période d'essai pour une durée maximale de 2 mois. Ce qui change, c'est que vous avez la possibilité de renouveler la période d'essai, ce qui n'est pas prévu actuellement, puisque ça doit être prévu par convention ou accord de branche étendu. Donc, ça change par rapport au Code du travail. Après, vraiment, je pense qu'il faut le redire, parce que je vois dans les commentaires, je vois notamment Clément, Marion, vous dites oui, c'est des charges. Oui, on entend que ce sont des charges, mais il y avait une obligation d'être couvert par une convention collective. Et vraiment, c'est la convention, on s'est battu pour que vous puissiez être intégré au sein de cette convention collective. Et les autres conventions collectives, c'est de l'ordre de 11% de masse salariale de plus que vous auriez dû à payer en janvier. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut le voir, on est conscient, et ça, on le porte auprès des pouvoirs publics, on va y revenir après, sur le fait que, bah oui, ça va vous demander, ça va peser un peu plus sur les charges de votre structure. On sait que c'est déjà un flux extrêmement tendu. Mais c'est la convention collective vraiment la plus adaptée économiquement, je le redis. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus de choix. C'est-à-dire qu'il y avait une obligation d'être couvert par une convention collective.
Et vraiment, cette convention est la plus adaptée pour vous. Donc après, nous, l'objectif aussi, c'est une fois qu'on a sécurisé le fait d'être dans la convention collective la plus adaptée, c'est aussi de pouvoir porter des mesures qui vont vous permettre, vous, de pouvoir vous développer, d'avoir un peu plus de flexibilité aussi, et de pouvoir vous en sortir tout en ayant voilà, des charges qui puissent être supportables. Bon, on avance sur la présentation. Je pense Yes. qu'on a répondu aux principales questions et on en prendra d'autres par la suite. Alors, il y a certaines mentions qui existent dans la convention collective actuellement et qui ne sont pas applicables aux crèches et micro-crèches à ce jour. Le dispositif d'annualisation du temps de travail, qui est réservé aux intervenants à domicile. Néanmoins, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de négocier votre propre accord d'entreprise sur le sujet. Certains contrats de travail spécifiques au secteur des services à la personne réservés aux intervenants à domicile, comme le CDI intermittent, les contrats à durée déterminée pour mission ponctuelle, qui sont vraiment réservés aux structures qui exercent des services à la personne à domicile et non pas crèche, micro-crèche. Pareil pour les dispositifs et l'accord sur le travail de nuit et classification des postes qui n'est pas encore applicable, mais des négociations sont en cours, comme on le verra à la fin, par la suite de ce webinaire. Concernant les durées de trajet, il y a un élément à prendre en considération, c'est le temps de trajet que le salarié effectue de son domicile à son lieu de travail, qui est considéré comme normal par la convention collective. Donc, si le temps de trajet est inférieur ou égal à 45 minutes ou une distance inférieure ou égale à 30 km, il n'y a pas d'indemnisation obligatoire pour le salarié. Par contre, si on dépasse ce temps de trajet normal, il y a versement d'une compensation financière d'au moins 10% du taux horaire pour le salarié concerné. Il y a certaines dispositions spécifiques concernant les durées maximales de travail ou l'amplitude horaire qui peut être pour des interventions auprès de publics fragiles et ou dépendants portées à 13 heures concernant l'amplitude horaire. Pour les durées maximales de travail, notamment auprès de publics fragiles, donc comme les interventions auprès des enfants, qui peut être portées à 12 heures dans la limite de 70 jours par an, alors que la durée maximale légale est de 10 heures par jour. Pour les structures qui ont des salariés à temps partiel, vous aurez la possibilité de modifier les plannings des salariés avec un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés au lieu des 7 jours prévus par les dispositions légales. Il y a également la possibilité de recourir à l'astreinte qui est prévue par la convention collective pour les structures qui le souhaitent sans avoir à négocier d'accord au sein de vos entreprises. Des dispositions particulières concernant les jours fériés. Dans la convention collective des entreprises de services à la personne, il y a 2 jours fériés et chômés. Donc, on a le 1er mai qui est le jour chômé prévu par les dispositions légales, ainsi que le 25 décembre. Donc, lorsque le salarié a l'habitude de travailler le 25 décembre et que c'est un jour férié chômé dans vos structures, le salarié ne doit pas subir de perte de rémunération pour ce jour-là, au même titre que le 1er mai qui est prévu par le Code du travail. Si les salariés sont amenés à travailler le 1er mai ou le 25 décembre, ils doivent bénéficier d'une indemnisation, une majoration de 100% de leur salaire. Et la possibilité de travailler ces jours-là est réservée pour les interventions auprès de publics fragiles ou dépendants, pour rappel. Les jours fériés ordinaires, donc les autres jours, hormis le 1er mai et le 25 décembre, sont considérés comme des jours ordinaires qui ne donnent pas forcément lieu à indemnisation. Et s'ils sont travaillés, il y a une majoration de 10% du salaire de ce jour. Concernant la gestion des congés exceptionnels, petit point pour vous rappeler que le salarié peut bénéficier de certains congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par les dispositions légales. Il faudra comparer les dispositions légales aux dispositions conventionnelles éventuellement prévues
par la convention collective pour appliquer celles qui sont les plus favorables pour le salarié. Par exemple, dans les dispositions légales, si le salarié bénéficie de 4 jours de congé exceptionnel s'il se marie, la convention collective en prévoit 5. Donc, il faudra toujours penser à faire la comparaison entre les dispositions légales et les dispositions conventionnelles pour appliquer celles qui sont plus favorables aux salariés. Et ça, c'est une disposition qui est prévue par le Code du travail. La convention collective prévoit pour d'autres événements que ceux énumérés par la loi des congés supplémentaires non rémunérés ou lorsque le salarié le justifie, s'il a besoin d'un congé pour convenance personnelle, il peut l'obtenir avec l'accord de l'employeur et c'est un congé non rémunéré. Autre point important qu'il faudrait penser à appliquer dès le 1er janvier 2025, c'est le versement d'une prime conventionnelle d'ancienneté. Donc, la convention collective prévoit que pour les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, le versement d'une prime de 5 centimes par heure de travail effectif ou heure assimilée comme du temps de travail effectif. Donc, au bout de 2 ans, le salarié a une prime de 5 centimes par heure de travail. Au bout de 5 ans d'ancienneté, cette prime est majorée de 10 centimes. Donc, le salarié qui atteint 5 ans d'ancienneté a une prime horaire d'ancienneté de 15 centimes. Pareil, au bout de 10 ans d'ancienneté, on majore cette prime de 10 centimes de plus. Donc, le salarié qui a 10 ans d'ancienneté au plus bénéficie d'une prime d'ancienneté de 25 centimes. C'est sur le taux horaire, donc c'est, enfin, ce qu'Ena, je te laisse préciser, il y avait une demande de savoir si c'est brut ou net. C'est sur le taux horaire, c'est brut. Exactement. Et à titre illustratif, dans d'autres conventions collectives, on est sur de l'ordre plutôt de 2,5%, 3%, voire plus. Donc ça, c'est les dispositions prévues par la Convention, libre à ceux qui le souhaitent de prévoir des primes plus favorables aux salariés. Et en gros, pour vous préciser, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, la prime, donc là, au 1er janvier 2025, elle va s'appliquer. On raisonne au niveau de l'ancienneté au sein de la structure. Donc, si vous avez un salarié qui, au 1er janvier 2025, est présent depuis le 1er janvier 2023, là, vous allez devoir lui appliquer la majoration de 5 centimes. Alors, s'il est présent depuis 25, ça fera depuis 2020, ça sera 10 centimes. Et s'il est présent, enfin, du coup, ça sera 15 centimes. Et s'il est présent depuis, le plus ancien d'entre vous, depuis 2015, là, il faudra lui appliquer plus 25 centimes. Et c'est une ligne qui vient en dessous du taux horaire. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas là par rapport au minima de branche, on raisonne par rapport au salaire que vous appliquez dans la structure. Et donc, en fait, ce n'est pas une prime qu'on va donner tous les ans, c'est vraiment tous les mois, il y a une ligne en plus qui doit s'ajouter au bulletin de salaire. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit avant la fin de l'année. Si jamais vous aviez une démarche, en tout cas, de revalorisation salariale de vos professionnels, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, il faudra bien que cette ligne apparaisse au 1er janvier pour les salariés qui ont 2, 5 ou 10 ans d'ancienneté. Et donc, ça sera, par exemple, je vois l'exemple de 22 euros brut, non, de 22, 25 centimes. Enfin, du coup, si vous avez une rémunération, je dis n'importe quoi, de 12 euros brut, il faudra mettre 12 euros brut. Enfin, ça sera 12,05 euros brut avec 12 euros en salaire et 5 centimes en majoration ancienneté. Et après, si c'est au 1er février 2025, exactement, ça sera à la fin de l'année. Et non, ce n'est pas rétroactif, ça sera en janvier. Là, vous allez calculer en fonction de l'ancienneté du salarié. Mais vous n'allez pas revenir depuis ces 2 ans d'ancienneté. C'est-à-dire que là, ça sera vraiment au 1er janvier. S'il a par exemple 4 ans d'ancienneté, ça sera une ligne avec 5 centimes. S'il a 10 ans, ça sera une ligne avec 25 centimes. Ça sera calculé au mois en question. Et en fait, là, on ne raisonne pas par rapport à un salaire de branche, on raisonne par rapport au salaire que vous appliquez contractuellement. On peut avancer peut-être, Soukaina.
Oui, concernant les modalités de rupture du contrat de travail, la convention collective reprend principalement les dispositions légales applicables en matière de démission, de licenciement, de préavis. Il y a deux spécificités. C'est la possibilité pour le salarié qui a été licencié de bénéficier de 4 heures par semaine de recherche pour trouver un nouvel emploi. Et s'il trouve durant l'exécution de son préavis, s'il est embauché par une autre structure et qu'il a une lettre d'engagement, possibilité de réduire son préavis à 4 jours, sauf accord contraire des deux parties. Un point sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Donc, ça rejoint ce que je disais au début, si vous avez un règlement intérieur, si vous avez des procédures applicables en matière disciplinaire, il faudrait vous mettre en cohérence avec les dispositions conventionnelles. Par exemple, la convention collective prévoit la possibilité de prononcer une mise à pied disciplinaire à l'encontre d'un salarié fautif d'une durée de 1 à 3 jours. Donc, vous devez tenir compte des durées prévues par la convention collective pour sanctionner ce salarié-là. Idem pour la procédure de sanction. Pareil, dans l'exemple d'une mise à pied disciplinaire, il y a convocation à un entretien préalable selon la procédure légale applicable. Donc, il faudra respecter ces éléments-là pour pouvoir sanctionner un salarié. Mais ça reprend principalement les dispositions légales. Sur un autre registre qui ne relève pas forcément de la convention collective ou des dispositions prévues par la convention collective, c'est les obligations concernant les élections professionnelles pour les structures concernées. Donc, juste pour rappel, lorsque vous avez plus de 11 salariés équivalents temps plein sur une période de 12 mois consécutifs, vous avez l'obligation d'organiser des élections professionnelles pour mettre en place le comité social économique, le CSE. Dans le cadre de cette procédure-là, alors la procédure diffère selon l'effectif de l'entreprise si on est à plus de 20 salariés ou moins de 20 salariés. Donc, si vous êtes à plus de 20 salariés, vous devez dans tous les cas informer et inviter les organisations syndicales représentatives dans la branche à venir négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir leur liste de candidats. Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 salariés ETP et 20 salariés équivalent temps plein, vous avez l'obligation de les inviter uniquement si un salarié se présente aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l'information sur l'organisation des élections. Donc, concrètement, lorsque vous avez atteint le seuil de 11 salariés ETP sur 12 mois consécutifs, vous devez informer vos salariés de l'organisation des élections professionnelles. Si vous êtes à moins de 20 salariés, vous attendez un délai de 30 jours. Si un salarié se manifeste, vous devez inviter les syndicats représentatifs dans la branche à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Idem pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il faudrait prendre en considération pour les structures concernées et celles qui mettront en place les élections professionnelles à compter du 1er janvier prochain. Et il y a une question, Skyna, qui est de dire pour les structures qui ont organisé des élections avant l'entrée en vigueur, est-ce qu'il faudrait organiser des élections ou non? Pas forcément, étant donné que l'obligation entrera au 1er janvier 2025. Donc, c'est soit pour les procédures qui sont en cours, donc les entreprises de moins de 20 salariés dont le délai ne s'est pas encore écoulé de 30 jours. Donc, si un salarié se manifeste, à ce moment-là, vous invitez les syndicats. Pareil, si vous lancez les élections au 1er janvier. En fait, tout dépend de où vous en êtes dans votre procédure électorale. Il y avait une question, Laurent, je vois que vous avez levé la main, je vais vous permettre d'activer votre micro. Allez-y. Vraiment, vous pouvez activer votre micro, Laurent, et poser une question. Attendez, sinon je vais vous. Il me semble que je dois mettre. Sinon, je vais vous.
Bon, ça n'a pas l'air de marcher, Laurent. Je suis désolé si vous pouvez poser votre question dans le chat, mais normalement, vous avez la possibilité de poser votre question. Ah, bon, si ça ne marche pas, invite à la poser dans le chat. Là, pareil aussi, si vous avez des accords d'entreprise à négocier, quelle que soit la taille de votre effectif, comme disait Soukaina, vous avez la possibilité de le faire par voie référendaire. Et donc, à ce titre-là, on a aussi des modèles de procédures qu'on peut vous transmettre et vous accompagner dans ces démarches. Et concernant, je vois que la question revient, l'obligation d'afficher la convention collective. En fait, dans les locaux de l'entreprise, vous devez afficher un avis qui précise aux salariés la convention collective applicable et les modalités de consultation sur le lieu de travail. Ça peut se faire par tout moyen. Donc, vous devez avoir la convention collective, prévoir un affichage qui précise ces modalités-là. Et le mieux, c'est d'envoyer un mail aux salariés pour vraiment les informer de l'entrée en vigueur de cette convention collective. Comme le disait Mehdi, concernant les modalités de négociation, donc on est là pour vous accompagner dans vos négociations d'accords d'entreprise sur les thématiques ou la mise en place des élections professionnelles. Comme je vous le disais, ça peut... la procédure dépend de l'effectif de l'entreprise et du stade dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc, on pourrait voir ça au cas par cas. Je te laisse faire la suite, Mehdi, concernant la grille conventionnelle. Oui, je répondais juste parce qu'il y avait toujours des questions sur la prime d'ancienneté. Alors, elle s'appelle prime d'ancienneté dans la convention collective, mais le bon nom, pour que ça vous parle bien, je vous ai mis un exemple dans le chat. C'est une majoration du taux horaire via une ligne en plus sur le bulletin de salaire. C'est comme ça qu'il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que vous avez votre taux horaire au 1er janvier. Si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté, là, il faut mettre une ligne en plus au 1er janvier avec les 5 centimes. Et s'il a plus de 5 ans, ça sera une ligne en plus avec 15 centimes. Et s'il a plus de 10 ans, ça sera une ligne en plus avec 25 centimes. Sur les salaires, vous avez été nombreux à poser la question. Alors, vous voyez, ça, c'est la grille qui est en vigueur au sein de la branche. Ça ne nous a pas échappé que vous avez 3 niveaux de rémunération qui sont en deçà du SMIC. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer le SMIC. Et pourquoi cette grille est en deçà du SMIC? Parce que ça ne nous a pas échappé non plus qu'il y a eu une augmentation du SMIC au 1er novembre 2024. Et donc, de fait, le temps de réengager des discussions, parce que peut-être certains n'ont pas à l'esprit, mais à chaque fois qu'on veut faire évoluer la convention collective, il faut se réunir avec les organisations syndicales et patronales de la branche, s'accorder sur un accord, le signer, l'envoyer au ministère du Travail, et une fois qu'il est étendu, là, il est applicable à toutes vos structures. Donc, sur les salaires, comment ça se passe? C'est que dès lors qu'il y a une augmentation du SMIC, on négocie un nouvel accord, on essaye de se mettre d'accord avec les organisations syndicales qui sont autour de la table des négociations. Et ensuite, une fois qu'il est signé, il est envoyé au ministère du Travail pour être étendu et donc pleinement applicable. Et donc là, en l'espèce, on avait une grille qui était applicable depuis le mois de mai dernier et qui est devenue obsolète sur ces 3 premiers niveaux sur ces 2 premiers niveaux, ces 3 premiers niveaux, pardon, du fait de l'augmentation du SMIC au 1er novembre. Donc là, il y aura vraisemblablement des discussions lors des prochaines des réunions de négociation qui vont avoir lieu sur le sujet pour actualiser la grille en tenant compte du nouveau montant du SMIC. Pour les structures de crèches et de micro-crèches, à date, ça ne vous a pas échappé, sur les emplois qui sont classifiés, il n'y a pas d'emploi à proprement parler des crèches et des micro-crèches. Pourquoi? Parce que c'est une convention qui ne vous est pas encore applicable et qui va s'appliquer. Et donc, de fait, et là, on est en train d'y travailler, on continuera de le faire. L'idée, c'est d'avoir assez rapidement une classification qui fasse état des principaux emplois qu'on va retrouver dans vos structures, à savoir les accompagnants éducatifs, les auxiliaires de puériculture, les EJE, les référents techniques, les directeurs de crèche, les directeurs adjoints, enfin vraiment tout le personnel, les cuisiniers, les agents polyvalents. Et donc l'idée, c'est de les classifier avec des différents niveaux et mettre en face de chaque niveau des niveaux de salaire qui vont bien et qui correspondent à vos réalités. Et donc tout cela, on les travaille avec nos 1300 adhérents et ce n'est pas travailler de manière unilatérale. Je tiens à rassurer un peu tout le monde. Et donc là, pour le moment, n'ayant pas de classification, il vous est possible d'appliquer les minima de votre choix. Et quand demain, il y aura des minima, là, vous devrez appliquer les minima conventionnels, comme leur nom l'indique.
Donc là, aujourd'hui, de par cette grille, ça ne change pas grand-chose pour vous. C'est-à-dire qu'à minima, vous appliquez bien entendu le SMIC, libre après à vous de prévoir les rémunérations de votre choix. Et si demain on signe un accord, il faudra l'envoyer après, comme je vous l'ai indiqué, au ministère du Travail. Et s'il est étendu et donc applicable, là, vous devrez vous mettre en conformité par rapport au minima de la branche. Donc là, sur les salaires, vous avez la main. Vous faites ce que vous voulez. Au 1er janvier, vous ferez ce que vous voudrez. Et donc, sur la classification, au 1er janvier, parce que je vois que la question arrive, vous allez avoir la main. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre intitulé, je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que si votre auxiliaire de puère, vous l'appelez auxiliaire enfance, bah, elle restera auxiliaire enfance. Et par contre, si courant de l'année 2025 ou en 2026, il y a un accord qui est étendu et qui vise à appeler l'auxiliaire enfance auxiliaire de puériculture, là, vous ferez un avenant pour bien indiquer que la salariée est rattachée à l'emploi auxiliaire de puériculture et à minima, vous devrez appliquer le niveau qui sera défini au sein de la convention collective. Sachant que les niveaux qui sont définis, il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'œuvrer en faveur de l'attractivité, donc avoir des niveaux quand même attractifs, mais bien entendu qui sont discutés, comme je vous le disais, avec tous nos membres, et donc qui sont supportables enfin qui soient, parce qu'ils ne sont pas encore négociés, mais soient supportables par tous les acteurs. On peut avancer. Donc après ça, on y reviendra pour vous dire un peu ce qu'on fait sur le sujet. Je vous propose alors s'il y avait des questions, je vois encore des questions. Après, on va venir sur les sujets qui sont en cours de négociation. L'impact aussi auprès des pouvoirs publics, parce que c'est vrai que c'est quand même des surcoûts et donc de fait, ça nourrit nos actions politiques aussi et nos demandes, notamment à l'égard de la branche famille, des décideurs publics, ça on y reviendra aussi. Je regarde s'il y avait 3 questions avant de passer sur le volet formation. Donc, on a répondu sur les éléments à mettre sur la classification au 1er janvier. Sur le bulletin de paye et sur le contrat de travail, est-ce que les éléments liés à la classification resteront vides? Non, en fait, vous mettrez les éléments de votre choix. C'est-à-dire que ce ne sera pas vide, ce sera vous qui mettrez l'intitulé de votre choix et le montant de votre choix. Et oui, quand il y aura une classification, il faudra, du coup, par voie d'avenant sur le bulletin, enfin, il faudra modifier le bulletin de paye et le contrat de travail pour faire référence au bon intitulé d'emploi tel qu'il sera défini au niveau de la convention collective. Je veux dire que le salarié, il faudra faire un avenant plutôt de forme pour rattacher le salarié à l'emploi repère indiqué par la convention collective et s'assurer qu'à minima, le taux horaire soit le même que celui pratiqué dans vos structures. Et sur les délais, ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'une part des négociations en cours avec les organisations syndicales au sein de la branche. Ensuite, après, ça dépend des délais d'extension. C'est-à-dire qu'en général, on va dire même si en janvier, on arrivait à un accord, il faudrait compter 4 à 5 mois avant son application. Et si on n'arrive pas en janvier à un accord, il faut plutôt miser sur une période minimale de 6 mois. Vous voyez ? Alors, je vous propose maintenant qu'on passe sur la partie formation professionnelle. Et donc, à ce titre-là, merci au service de l'OPCO d'être présent. Donc, la personne de Geoffroy et de Michel. Je vous laisse la main si vous souhaitez. J'ouvre le micro et je vous salue. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis effectivement accompagné de Michel Offray, qui est le responsable adjoint du service collecte et base de données. Michel, je vois que tu es désigné comme participant. Yes. Est-ce que tu Je peux l'ai mis en allumer ton micro? présentateur. Ouais, c'est bon. Super, et maintenant comme présentateur. Est-ce que Michel, tu peux peut-être présenter Oui. le support? Impeccable. Oui, bonjour, donc Michel Offray, donc je suis responsable adjoint du département collecte et base de données au sein de l'OPCO des entreprises de proximité, OPCO EP. Donc on m'a demandé d'intervenir là pour vous présenter de faire un focus sur les différentes contributions et les modalités de versement et sur le calendrier. Donc je vais vous faire
Un petit rappel donc sur les différentes contributions. Donc pour rappeler on distingue les contributions légales. Donc depuis 2021, elles sont collectées à présent par les URSSAF. Donc, on retrouve les contributions à la formation professionnelle, CFP, les contributions formation professionnelle liées au salaire en CDD, donc CPF, CDD, la taxe d'apprentissage et pour les entreprises de 250 salariés et plus, également une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc ça, c'est l'URSSAF qui est l'interlocuteur unique pour ces contributions légales. Donc les déclarations se font mensuellement via les DSN mensuels. Les fonds qui sont collectés pour ces contributions légales sont collectés par les URSSAF qui ensuite sont transmis et répartis par France Compétences aux différents OPCO, parce que comme vous le savez, il y a différents OPCO, il y a 13 OPCO, et la branche des services à la personne est rattachée à l'OPCO EP, donc il y a des contributions qui sont ventilées au sein des différents OPCO. Pour savoir à quelle entreprise est rattachée l'OPCO, il y a des déclarations qui sont faites également en DSN de l'IDCC, donc le numéro d'identifiant de convention collective applicable. Donc il y a des déclarations qui sont faites mensuellement par établissement, et c'est ça qui fait le rattachement à une branche. Donc là, c'était des informations un peu générales sur les contributions. Les contributions légales sont ça. Il n'y a pas de nouveauté en soi, peu importe le changement de branche. Donc là, je fais un focus sur les contributions qui sont directement collectées par l'OPCO. Donc, on distingue parmi les contributions conventionnelles 2 types de contributions conventionnelles. Donc, la contribution conventionnelle à la formation. Donc, elle a pour objet le développement de la formation professionnelle, des actions prioritaires pour les entreprises de la branche professionnelle, et elles permettent également un accroissement des capacités de financement des actions de formation qui sont mises en place par les entreprises. Donc là, il y a un seul collecteur de la contribution conventionnelle, c'est l'OPCO EP. La branche a également désigné l'OPCO EP pour collecter la contribution conventionnelle pour le financement du dialogue social. Et donc, on collecte ces 2 contributions. Elles sont collectées une fois par an par l'OPCO EP, et les 2 en même temps, un seul paiement. Donc là, je vous ai mis les taux des contributions. Donc, en fonction de la taille d'entreprise, donc la contribution conventionnelle à la formation, donc 0,10 pour les entreprises de moins de 11, pour les tranches 11 à 49, 0,40% de la masse salariale, et ensuite, pareil pour la tranche 50 à 299 et 300 et plus. Et pour la contribution paritarisme dialogue social, une contribution qui est égale à 0,10% de la masse salariale annuelle. Donc, je déroule, je ne sais pas s'il y a des questions ou je continue. Mehdi, vous me dites. Le micro est coupé, Mehdi. Bon, sur le micro, ça sera compliqué. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Après, il y a des questions, je pense, sur lesquelles les membres on pourra revenir tout à l'heure, notamment sur les budgets, du coup, les modalités après de saisine des conseillers, le changement peut-être d'OPCO, ça c'est important. Donc le changement d'OPCO se fait. OPCO. Donc le changement d'OPCO se fera effectivement via les déclarations que vous faites en DSN, c'est-à-dire que c'est là que vous déclarez l'IDCC de convention collective applicable. Donc à partir du moment où vous déclarez un IDCC qui ne relève pas de l'OPCO EP, l'OPCO a l'information que vous étiez rattaché à un autre OPCO. À partir du moment où vous déclarez un IDCC applicable qui relève de l'OPCO EP, automatiquement vous arrivez dans le périmètre de l'OPCO. C'est-à-dire que nous, on va avoir l'information comme quoi on va avoir des nouvelles entreprises, c'est des France Compétences qui va nous indiquer que ces entreprises sont dans le périmètre de l'OPCO. Donc automatiquement, nous, on va vous créer dans notre référentiel entreprise. On a l'information via France Compétences. Là, il y a une question, Michel, notamment des salariés, merci beaucoup, des salariés, des gestionnaires qui ne relevaient pas forcément, du coup, qui n'appliquaient pas la convention collective. Du coup, leur contribution sera prélevée en 2026, vu de ce qui est présenté, c'est ça?
Alors, on fait les contributions, les modalités, l'URSSAF collecte de façon mensuelle les contributions légales. Nous, les contributions conventionnelles, on les collecte en année N sur la masse salariale N-1. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient des salaires rattachés à la branche en 2024, nous, on va faire une collecte en 2025. Les entreprises qui vont rentrer dans la branche le 1er janvier 2025, donc vont avoir des salaires rattachés à la branche du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Donc, la première collecte se fera en 2026. Donc ça, c'est pour le paiement des contributions conventionnelles. Par contre, dès que vous allez déclarer mensuellement début 2025 en DSN, que vous déclarez comme étant rattaché à la branche IDCC 3127 dès le début d'année 2025 avec un décalage de 3 mois, parce que nous on reçoit les données avec un décalage de 3 mois, on va vous créer automatiquement dans notre référentiel. Donc s'il y a des contrats d'apprentissage, des contrats pro à prendre en charge, dès le début d'année 2025, vous serez dans le périmètre de l'OPCO. Les contributions conventionnelles, elles, il faudra attendre début 2026 pour les régler. Et donc ensuite, nous, on a un portail on a une collecte qui est 100% dématérialisée. Donc on appelle les contributions, on a plusieurs campagnes d'information. On a fait une campagne d'information là, fin décembre. On a une campagne des campagnes d'appel par email qui partent au mois de janvier. On n'envoie pas de bordereau papier. Mais dans les déclarations qui sont faites en DSN, vous renseignez donc des IDCC applicables, des masses salariales et également un email de contact. Et c'est donc vers cet email de contact que nous, on va solliciter le contact entreprise pour l'informer qu'il y a des contributions à verser auprès de l'OPCO. Donc, on a un espace entreprise, on a également un espace qui est dédié aux experts-comptables. Ils peuvent se créer un espace et rattacher l'ensemble des entreprises qui relèvent du périmètre de l'OPCO-EP. Et donc, les éléments nécessaires pour faire la déclaration, donc l'effectif annuel moyen, la masse salariale annuelle, donc les salaires bruts soumis aux cotisations de sécurité sociale. Et on propose 3 modes de paiement, le prélèvement, la carte bancaire et le virement. On a également donc une page qui est dédiée à toutes les informations à la collecte. On a également un centre de contact qui est dédié pour répondre à toutes les questions, accès au portail adhérent, questions techniques, les assiettes des contributions. Je vous laisserai découvrir, si je vous remets le support, les différents liens. Et donc, j'en ai fini pour ma présentation assez succincte. Donc, si vous avez des questions. Ouais, il y avait quelques questions. Merci beaucoup, Michel. Très clair sur les boîtes, donc du coup, qui étaient déjà référencées comme relevant de l'OPCO-EP en 2023 ou 2024. Donc, celles-ci percevront du coup la demande d'appel à cotisation. C'est ça en janvier. Oui. Toutes celles qui ont déclaré en 2024 des salaires comme étant rattachés à la branche 3127, nous, on aura l'information et donc on va les solliciter pour qu'elles déclarent et versent les contributions. Donc, on est sur un portail déclaratif. Nous, on n'a pas connaissance des masses salariales. Donc, c'est à l'entreprise de se connecter et de déclarer la masse salariale et les effectifs. Et s'il y avait des boîtes qui n'appliquaient pas la conventionnelle, qui étaient sur l'Interpro, elles vont être automatiquement du coup intégrées sur la conventionnelle pour cette année? Alors nous, les entreprises qui se déclarent en Interpro, à ce moment-là, c'est les déclarations qui sont faites à l'URSSAF, elles sont opposables, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à l'OPCO. Donc, si l'entreprise se déclare à l'Interpro, elle n'aura pas les critères de la branche au niveau des actions de prise en charge. Elles seront considérées comme de l'Interpro. Mais du coup, il y aura une démarche à faire de leur part là, pour être intégré au sein de la conventionnelle de la branche pour cette année? Non, ce que je disais, donc si éventuellement l'entreprise elle fait des demandes de prise en charge et qu'elle voit qu'elle est rattachée à l'Interpro, nous elle peut nous solliciter pour qu'on modifie l'IDCC pour lequel elle était rattachée. Mais normalement, on est ISO avec l'IDCC qui est déclaré en DSN. D'accord, mais parce que certains peut-être relevés de l'Interpro sont déclarés d'IDCC et là vont le faire au 1er janvier, du fait de l'intégration au sein de la branche.
Et donc là, ça va être à signaler, c'est ça, au moment de la demande de prise en charge, de dire voilà, je souhaite relever vraiment du périmètre de la branche. Et donc là, elles auront à acquitter la conventionnelle, c'est ça? Oui, mais que si elles rejoignent là en 2025, la contribution, elle sera à payer qu'en 2026. Alors par contre, le petit décalage, la petite subtilité, c'est qu'entre le moment où l'entreprise fait sa déclaration en DSN à l'URSSAF et nous, on a l'information de l'IDCC, il y a un décalage de 3 mois. Donc si dans ce laps de temps de 3 mois, il y a des dossiers à prendre en charge, il faudra nous solliciter en indiquant, en faisant une déclaration comme quoi, dès aujourd'hui, on a modifié la déclaration à DSN, mais pour avoir les critères de la branche et de ne pas attendre le délai de 3 mois, on pourra dès à présent, via la déclaration et une attestation, pas attendre le délai de 3 mois et la passer directement, la rattacher à la branche. Donc ça, Michel, pour compléter ce que tu dis, c'est si par exemple des entreprises avaient des projets de formation ou des projets de recrutement via l'alternance dans les premiers mois de l'année, voilà, ils peuvent être proactifs, se rapprocher de l'OPCO, je pourrais faire le lien avec les conseillers, en tout cas se rapprocher de l'OPCO pour une déclaration autonome, sans attendre que le rattachement via l'URSSAF et bénéficier des prises en charge en tant qu'adhérent ESAP. C'est ça, hein. Oui. Et je voyais, alors j'ai pas vu toutes les questions passer dans la conversation, mais je voyais qu'il y avait des interrogations sur la question d'interpro. Donc je précise ce qui est appelé interpro pour interprofession, c'est quand c'est l'application du droit du travail et pas d'une convention collective. Voilà. On est du coup dans le régime, au statut interprofessionnel. Et donc de fait, avec des prises en charge aussi, j'imagine, avec un barème, voilà. Avec un barème de prise en charge, tout à fait. Et voilà, il y a un barème de prise en charge rattaché à l'Interpro, enfin spécifique à l'Interpro, tout comme il y a un barème de prise en charge qui est spécifique à la branche des ESAP, qui est accessible sur le site. Je peux peut-être du coup partager un élément du site, la page d'accueil, si vous me permettez. Voilà, là on est sur la page d'accueil du site avec les critères de prise en charge qui peuvent être accessibles dans la partie critères de financement. Dans mes services en ligne, des liens pour effectuer les demandes de prise en charge et pour verser ses contributions. Donc le portail sera ouvert, tu me dis si je me trompe Michel, hein, mais c'est le 15 janvier. Et voilà, pour aller un peu plus loin, parce que là on n'intervient que sur les modalités de versement de la contribution, mais une fois que vous serez... vous appliquerez au 1er janvier la branche, enfin la convention collective ESAP et vous voudrez vous rapprocher d'un conseiller, vous pourrez aller dans nous contacter et via la saisie de votre numéro SIRET, je dis bien une fois que vous serez aussi enregistré par OPCO-EP, donc il aura fallu idéalement attendre 3 mois pour que des URSSAF redescendent dans notre système d'information toutes les données. Si vous êtes un nouvel adhérent, en saisissant votre SIRET ici, vous aurez accès au nom et aux coordonnées du conseiller de formation qui vous accompagnera. Et s'il y a un besoin d'interaction avec nous plus tôt, vous pouvez toujours appeler une assistance, notre centre de gestion, qui en général est plutôt pour traiter des questions administratives liées à des dossiers, mais qui est aussi pour tout appel, pour à minima une orientation, qui est ouverte de manière très large du lundi au vendredi de 5h à 22h. Voilà pour la partie sur la mise en relation avec les conseillers. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, en fait, c'est ce que je disais, vous avez la possibilité, donc si vous ne faites rien, nous, dans un délai de 3 mois, vous n'existez pas dans notre référentiel, on va vous créer automatiquement dans notre référentiel. Si vous étiez déjà connu de notre référentiel, et que vous êtes rattaché à la mauvaise convention collective, vous pouvez nous le signaler. Nous, on pourra faire la modification. Et il y a un troisième cas, c'est que vous n'êtes pas connu de notre référentiel parce que si vous mettez le numéro SIRET comme l'affichait Geoffroy et que vous n'êtes pas connu de notre référentiel, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande d'adhésion en ligne et directement indiquer la convention collective applicable. Il y avait des questions aussi concernant les apprentis, parce que c'est vrai que Geoffroy, je sais parfaitement, et Michel aussi, on recrute beaucoup d'apprentis et on a aussi un besoin de formation important en crèche et en micro-crèche. Pour ceux qui avaient des apprentis référencés auprès d'autres OPCO, quelles sont les démarches pour 2025? Il est référencié auprès de l'OPCO-EP? Alors, en tout cas,
Tant qu'il n'y a pas... Pardon, excuse-moi, Mélie, je t'ai peut-être un peu coupé la parole. Non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Bon. En tout cas, j'ai pas personnellement échangé avec Uniformation ou d'autres pros se concernant, mais il y a toujours une continuité de traitement. Et on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui exerçaient à cette époque-là, après la réforme de 2018, quand il y a eu énormément de structures qui sont passées d'un OPCO à l'autre, il y a eu des conventionnements entre les OPCO pour qu'il y ait toujours une continuité de traitement et de financement. Et ce qu'on a toujours pu constater, c'est qu'un dossier qui a été engagé par un OPCO avec un accord de financement et du coup des fonds qui sont réservés, même s'il y a une entreprise qui change de branche, qui change d'OPCO, et l'organisme, l'opérateur va honorer son accord de prise en charge et va continuer de régler les coûts qui sont dus. Donc, Après, voilà, c'est ce que vient de nous préciser, je crois. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait des formations déjà validées, continue d'être prise en charge, parce qu'il y aura déjà eu des négociations pour cela et les process ont déjà été enclenchés. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions encore, même si c'est relativement clair? Donc, un peu pour résumer, sous votre contrôle à tous les deux. Donc, du coup, au 15 janvier, pour les structures identifiées, ou en tout cas à partir du 15 janvier, elles devraient recevoir leur bordereau de collecte. Pour celles qui n'étaient pas identifiées, ça se fera plutôt en 2026. Néanmoins, pour celles qui veulent relever vraiment de la branche en tant que telle, qui relevaient de l'interpro et qui veulent relever de la branche, là, il faudra le signaler. Il pourrait y avoir un petit laps de temps entre la demande et l'effectivité de la demande après qui se retranscrira dans les demandes de prise en charge. Si le résumé est bon ou pas, Geoffroy et Michel. Si. Parfait. Il y avait juste une autre question aussi, où on est bien d'accord que, parce que c'est vrai que c'était un peu ce qui était signalé, à savoir que sur l'interpro, c'était un peu prime au premier arrivé, premier servi, au vu du budget qui n'était pas spécifiquement alloué à une structure. Là, au niveau de la conventionnelle, alors sous réserve après aussi des orientations qui sont prises au niveau de la branche, des budgets alloués, mais je veux dire, chaque structure aura son budget de formation à l'année. C'est ça, sur réserve de disponibilité des fonds, mais on n'est pas sur la logique interpro, d'où la nécessité et l'importance de cotiser aussi sur la conventionnelle. Tout à fait. Oui, il y a un budget qui est alloué pour l'entreprise. Alors, c'est toujours dans le cadre d'une enveloppe globale, mais il y a des budgets selon la taille des entreprises. Et là, encore une fois, pour aller dans le détail, ce qu'on ne pourra pas traiter là toutes les situations, il faudra vous rapprocher de votre conseiller. Mais oui, donc il y a des enveloppes, des cofinancements, et différents services, des financements ou autres services qui sont proposés par l'OPCO pour les entreprises ESAP. Il y avait une question, alors peut-être on ne peut pas présager de ce qui sera alloué sur les années à venir, mais si on raisonne peut-être par rapport à cette année, sur le montant de prise en charge de l'enveloppe pour chaque structure, on va dire pour les moins de 11 ou autres, est-ce qu'on a une idée Alors, ce seront les critères en fait qui sont définis par la branche. Donc, comme tu le rappelais, Mehdi, donc les partenaires sociaux, organisations sociales, patronales, qui échangent et qui établissent des barèmes de prise en charge, des critères. Je ne suis pas le plus à même pour en parler, mais on peut les trouver. Je repartage le site. On peut les trouver. Voilà. Donc là, je suis sur la page d'accueil, OPCO EP, critères de financement. Voilà, il y a 54 branches dans le champ de OPCO EP, mais si vous tapez SAP, service à la personne, voilà, entreprise de service à la personne, vous pouvez avoir le détail de ce qui est accordé pour les entreprises de moins de 50 salariés, les entreprises de plus de 50 salariés, en termes d'apprentissage, de PROA, de contrat de professionnalisation. Voilà. Tous les dispositifs sont listés ici, mais au-delà des dispositifs, j'insiste encore sur le point d'entrée qui est le conseiller formation, qui va pouvoir vous déchiffrer ces barèmes de prise en charge et vous apporter des conseils gérés sur mesure. Bon, top. Merci beaucoup. Donc, on vous mettra le lien après aussi vers le site de l'OPCO. On vous invite aussi, ça c'est important, à contacter vos conseillers. J'imagine que la liste, comme tu le disais, Geoffroy, est présente sur le site en fonction de la région, du territoire, avec des amplitudes importantes entre 5h et 22h. Donc, ça vous laisse le temps de joindre les conseillers et ils pourront vous renseigner au mieux par rapport C'est ça. aux besoins. Je précise que les entreprises, toutes les structures ont un conseiller, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur localisation géographique, leur situation géographique, en France métropolitaine comme dans les DROM.
Bon, bah, parfait. Bah, merci beaucoup, Michel et Geoffroy, pour toutes ces précisions. S'il y avait des questions sur la formation, hein, bien entendu, vous pourrez nous les adresser après le webinaire et on les transmettra à l'OPCO. On vous invite aussi également à contacter vos conseillers, hein, auprès de qui on vous mettra en lien. Aussi au niveau de la fédération, ça je laisserai la parole à Manon aussi, qui sera pour vous parler un petit peu de l'accompagnement qu'on met en œuvre auprès de nos boîtes. Et donc voilà, que vous puissiez justement rentrer pleinement et jouir pleinement de toutes les possibilités qui s'offrent à vous dès janvier 2025, en étant désormais, pour ceux qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, affiliés à l'OPCO EP. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Geoffroy et Michel. Merci. Bon webinaire merci, à au vous revoir. tous. Merci Au beaucoup. revoir. On continue sur le webinaire. Merci beaucoup, hein. C'est précieux en tout cas d'avoir pu avoir cette présentation-là. Manon, si tu veux peut-être prendre la suite pour indiquer l'accompagnement aussi en interne, hein, auprès de nos membres, dans ce qui est trait à l'élaboration de leur plan de formation, la mise en relation avec des partenaires. On a de nombreux partenaires qui sont spécialisés aussi dans les formations auprès des professionnels de la petite enfance, auprès des encadrants. L'accompagnement aussi à la mise en œuvre des dispositifs qui peuvent être portés par les partenaires sociaux de l'OPCO EP. Je pense notamment lorsqu'il y a des fonds disponibles sur le FNE, sur d'autres dispositifs. Donc maintenant, je te laisse la main, tu en parleras bien mieux que moi. Oui, alors bonjour à tous. Donc Manon Montier, responsable formation au sein de la FESP. Bah, déjà, Mehdi, tu as dit pas mal de choses. Donc effectivement, comme disait Geoffroy, vous avez les montants des enveloppes en fait qui sont alloués en fonction du nombre de salariés que vous avez à temps plein. Donc sur le site de l'OPCO EP, par exemple, donc pour le PDC des entreprises de moins de 50 salariés, vous avez une enveloppe de 3 000 € pour les entreprises de moins de 11 salariés, donc ETP. 5 000 pour les entreprises de 11 à 19 salariés, 10 000 pour les entreprises de 20 à 49 salariés, et ainsi de suite. En tout cas, vous avez toutes les informations sur le site de l'OPCO EP. Du côté de la FESP, donc nous, on a un pôle formation. Nous n'avons pas d'organisme en interne, mais par contre, nous faisons des partenariats avec plusieurs organismes de formation. Donc, notamment pour négocier, pour proposer des tarifs préférentiels à nos adhérents. On a également un nouveau catalogue de formation qui sera mis en ligne dès janvier 2025 avec une grande catégorie sur l'accompagnement de la petite enfance, donc toutes les formations liées aux compétences et savoir-faire dans le domaine de la garde d'enfants et du développement des jeunes enfants, comme pour le développement des compétences des professionnels. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Dès janvier 2025, le nouveau catalogue sera mis en ligne. On vous accompagne également dans l'élaboration de votre plan de formation, pour que les dossiers passent plus facilement auprès de votre conseiller OPCO. Si vous avez des demandes particulières, des parcours également que vous souhaitez co-construire, c'est totalement possible. Nous, on peut vous mettre en lien, donc, comme disait Mehdi, avec nos partenaires formation. On a également l'habitude de travailler avec certains sur certaines thématiques bien précises pour répondre au mieux aux besoins de nos adhérents. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier ou Mehdi, si tu souhaites ajouter quelques points. Non, très clair. Comme vous le voyez, on est du coup vraiment à votre disposition là-dessus. On est conscient que ce sont des éléments nouveaux pour certains d'entre vous. Et donc, ça, comme tout élément nouveau, hein, ça nécessite un délai d'adaptation. Et donc, on est vraiment là pour vous accompagner, que ce soit un peu dans la relation avec vos partenaires de l'OPCO, lorsque vous avez des difficultés à rentrer directement en contact avec eux, ou dans tous vos projets, qu'ils soient collectifs ou individuels, où là, Manon et les équipes sont vraiment à votre disposition pour vous permettre justement de répondre à tous vos besoins. Donc on mettra, oui, exactement, on vous mettra toutes les coordonnées qui vont bien suite au webinaire. Donc on peut avancer peut-être juste après ce sujet formation, faire un peu un sujet prospectif sur les discussions qui sont en cours et pour que vous voyez un petit peu ce qui va se discuter dans les prochains jours, prochains mois, avec des applications qui ne vont pas être immédiates, hein. C'est-à-dire que ce sont des applications qui porteront effet dans plusieurs mois, le temps que les accords soient signés et étendus.
Donc, sur le sujet, Soukaina, on peut avancer, s'il te plaît. Alors, sur les classifications, ça je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est conscient à date, hein, et c'est normal parce que du coup la convention ne vous était pas applicable, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de volet à proprement parler crèche et micro-crèche au sein de cette convention, mais ce sont des sujets que l'on a bien à l'esprit et pour lesquels on est en train de travailler avec les organisations syndicales pour que vous puissiez disposer d'une classification assez rapidement et des minima de salaire correspondant aux emplois repères qui vont être identifiés. Donc n'hésitez pas aussi, voilà, je vais informer des travaux, on vous informe pas en live, si je puis dire, de l'avancée des évolutions sur le sujet. Et dès lors qu'un accord serait négocié au sein de la branche, comme c'est le cas à chaque fois, il y aura des alertes qui vont être envoyées pour vous prévenir, voilà, tel accord est envoyé, il va être envoyé auprès du ministère, a été signé, il va être envoyé auprès du ministère du Travail. Les délais sont en général de 3 à 6 mois. Et ensuite, on vous tiendra informé de l'extension de cet accord et de son entrée en vigueur au sein de vos structures. Alors, sur les questions, est-ce qu'on va défendre les micro-crèches ou les écraser juste un peu plus? Je vous confirme qu'on est bien dans la défense des micro-crèches, mais peut-être auriez-vous préféré aller vers plus 11% de masse salariale en plus. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie, en tout cas, de prendre les choses comme ça, surtout quand on voit voilà, ce que tous vos pairs, c'est même pas que moi, c'est toutes les actions engagées par toutes les autres, enfin par toutes les micro-crèches adhérentes pour justement défendre le modèle. Et donc là, il faut bien le voir comme tel, comme un cadre justement qui correspond à vos enjeux et qui vous évite de basculer vers d'autres conventions bien plus coûteuses. Sur le sujet aussi, il y a des discussions qui sont en cours. Alors, je voyais qu'il y avait des questions sur la prévoyance ou sur la mutuelle. Sur la mutuelle, on est sur des obligations légales. Et donc, sur les obligations légales, on n'a pas d'accord de branche sur le sujet. Donc, vous êtes tenu depuis 2016 de généraliser une convention collective au sein de vos structures. Donc, libre à vous d'aller vers la convention collective de votre choix. Et sur la prévoyance, là, pour le coup, il y a des discussions qui sont en cours au niveau de la branche. Et donc, à date, il n'y a pas de prévoyance qui est applicable. Mais si jamais il y a un accord qui est trouvé au niveau de la branche, ben voilà, il faudra respecter le délai de signature, envoi à la DGT, application. Et donc, il n'y aura rien avant juillet de 2025, en tout cas sur le sujet. Après, sur les enjeux de temps partiel et autres, on l'évoquait tout à l'heure, notamment sur la possibilité d'avoir une annualisation ou d'autres points qui correspondent à vos besoins. Là, une fois de plus, voilà, nous, on sera là pour recueillir vos demandes, vos besoins et les porter au niveau de la branche, parce qu'on est sur contrairement à d'autres conventions collectives, je leur dis, vraiment une feuille blanche par rapport aux dispositions conventionnelles sur les crèches et micro-crèches. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement écrire à l'histoire en fonction de vos réalités, de vos besoins. Donc, cette convention aura vocation à évoluer. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez porter des sujets, à nous les faire savoir. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu, s'il te plaît? Sur le dernier point, sur les perspectives, voilà, sur les travaux auprès des pouvoirs publics, vous voyez un peu ce qui est porté depuis 10 ans. Alors, on a eu plusieurs phases, il faut l'avoir à l'esprit. On sait qu'on est conscient qu'on est dans un contexte extrêmement contraint au niveau des micro-crèches et au niveau des crèches. Puis l'après-Covid, on a eu des années où voilà, on a pu avoir un travail et une écoute attentive de la part des pouvoirs publics, où on a pu porter des mesures importantes pour vous, comme la possibilité de passer de... Ah, on n'entend plus. Est-ce que vous m'entendez ou c'est tout le monde qui ne m'entend plus? On t'entend. Ok, parfait, je te remercie. C'est que ça doit pas fonctionner pour une structure. Ce que je disais, c'est que voilà, on a eu des phases où on a pu porter un certain nombre de mesures. Je pense notamment dans le cadre des discussions sur la norma, où on a pu porter au niveau de la fédération, on est assez fiers de dire, mais le passage de 10 à 12 berceaux, qui a été une flexibilité importante pour vous et une faculté aussi de pouvoir créer encore plus de places d'accueil dans les territoires. On a un caractère politique qui n'est pas favorable depuis 2 ans, il faut se le dire, que ce soit auprès de la branche famille ou auprès des gouvernements successifs qui
avec des censures ou des évolutions, des remaniements tous les 3 à 6 mois, ce qui n'est pas simple pour travailler sereinement auprès des ministères et de leur cabinet. Néanmoins, voilà, on continue de se battre à 200%. Le fait d'avoir cette convention collective, là, ça va être un élément de plus pour porter justement la nécessité d'intégrer sans délai les salariés des microcrèches à l'éligibilité du bonus attractivité. On a réussi avec on avait presque réussi, si je puis dire, après de nombreuses actions auprès de la ministre Agnès Canayer, à faire en sorte que ce sujet puisse être réouvert, parce qu'elle l'avait annoncé, rappelez-vous, il y a 15 jours, lors d'une réunion publique, qu'elle allait réfléchir de quelle manière intégrer les salariés des microcrèches. Bon, il se trouve que la censure étant arrivée par là, entre-temps, il va falloir, si elle n'est pas maintenue, recommencer auprès des nouvelles équipes, mais ça, c'est notre boulot et je peux vous assurer qu'on va le faire. Et donc ça, c'est un élément important, en tout cas pour nous, que l'on porte depuis 2 ans dans tous les travaux, dans toutes les relations avec les pouvoirs publics. C'est une égalité, en tout cas, d'accompagnement des acteurs, notamment sur le bonus attractivité. Idem, il y a un texte en cours de publication, alors qui n'est pas publié à date, sur l'autorisation des établissements d'accueil et texte au sein duquel a été ajouté des mentions s'intitulant qualité pour les microcrèches, avec des mesures qui pourraient être destructrices pour une partie d'entre vous. Donc ça, on est à 200% mobilisés là-dessus. Vous avez dû voir notre communiqué de presse, nos actions auprès des ministères, nos actions au sein de la branche famille aussi, qui ont abouti à un vote défavorable sur le texte de la branche famille. Donc ça, on est pleinement mobilisé aussi auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que ce texte ne sorte pas et qu'il y ait une grande concertation qui puisse être menée pour justement voir si jamais il y avait des modifications organisationnelles, structurelles pour vos boîtes, voir de quelle manière accompagner au mieux ces évolutions-là. Et après, il y a toutes les actions qu'on entreprend aussi auprès des pouvoirs publics pour revaloriser justement le plafond horaire des microcrèches, pour revaloriser le montant et les plafonds du CMG, pour vous permettre d'absorber tous ces coûts. Donc ça, on est obligé de composer aussi avec le gouvernement, avec l'État aussi du Parlement, avec les différents groupes politiques qui n'ont pas tous des mêmes avis sur le sujet. Et donc malheureusement, on ne tient pas la plume du président, du Premier ministre ou même des parlementaires, même si on est extrêmement mobilisés. Donc je peux vous assurer qu'on se bat et que l'application de cette convention collective, qui, je le rappelle, est la moins coûteuse pour vous par rapport à tout ce qui aurait pu vous tomber dessus, en tout cas, on s'en sert vraiment comme un vrai levier pour continuer de porter toutes ces demandes auprès des pouvoirs publics. Et donc ça, voilà, je ne peux que vous inviter aussi, pour ceux qui voudraient participer, parce que je vois que beaucoup aussi découvrent le sujet, donc c'est normal quand on découvre le sujet, on se dit, voilà, qu'est-ce qui vient de me tomber dessus? On est le 17, il y a une application au 1er janvier. Je tiens à rappeler que cet accord, il est signé depuis novembre 2023, donc ça fait déjà depuis 1 an qu'on le travaille auprès de nos adhérents. Et c'est important de pouvoir aussi sensibiliser les non-adhérents à la fédération. Et je ne peux que vous inviter, prêchant pour ma paroisse, à venir rejoindre aux côtés de tous vos autres confrères qui sont déjà là et qui se battent au quotidien justement pour la défense du secteur, à venir contribuer aussi au sein de la fédération et être accompagné et disposer de toutes ces informations en temps réel. Donc, je regarde s'il y avait des questions. Le bonus attractivité, vous savez, c'est les fameuses annonces de revalorisation d'en moyenne 150 € par professionnel, allouées sous forme d'un bonus aux structures et qui aujourd'hui n'est pas éligible aux salariés des microcrèches. Alors, sur le passage à la convention collective, ce que je vous ai dit, l'accord a été signé en novembre 2023. Et là, il a été étendu la semaine dernière et donc il sera applicable au 1er janvier 2025. Et non, je confirme sur la prévoyance, il n'y a pas besoin vous êtes libre de souscrire si vous voulez en janvier 2025, mais à date, aucun accord n'est signé. Et donc, tant qu'aucun accord n'est signé, vous n'avez pas d'obligation conventionnelle, si ce n'est pour vos salariés cadres. Et ça, c'est depuis 1947. Et la convention collective s'applique aussi aux microcrèches sous statut associatif. Non, vous allez relever d'ALISFA ou des conventions qui s'appliquent aux microcrèches associatives. Et vous verrez dans le comparatif, alors je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais
bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et sur la prévoyance, je réponds parce que il y a des travaux qui sont en cours qui devraient aboutir courant 2025, et donc on vous tiendra informé des travaux sur le sujet. Pas compris le Rémi bis sur les commentaires. Restructure en PSU sur le sujet qui travaille dans le cours à votre niveau. Donc voilà, écoutez, nous en tout cas, on va vous transmettre tous ces éléments. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Comme vous avez vu, on est vraiment là pour vous accompagner, pour vous permettre de bénéficier de tous les services de la fédération, pour vous mettre à jour au 1er janvier, que ce soit sur le juridique, que ce soit sur la formation. On est là aussi pour porter votre voix. Donc, venez, si vous voulez porter votre voix, venez contribuer, venir porter les sujets que vous souhaiteriez voir négocier au sein de la convention collective. Et l'idée, comme je le disais, c'est que cette feuille blanche puisse après inscrire toutes vos demandes et vos besoins. Donc voilà, on est à votre entière disposition. On continuera, en tout cas pour les adhérents, à vous tenir informés en temps réel de toutes les évolutions pour que vous ayez le temps de vous préparer. Parce que là, c'est vrai que du coup, quand on a un an pour se préparer, c'est un peu plus agréable que quand on a une semaine. On comprend néanmoins voilà, les remarques et l'inquiétude. C'est normal quand il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus. Et je le redis, on est vraiment là pour vous accompagner. Donc voilà, on vous enverra tous les éléments. Merci à nouveau au service de l'OPCO. Merci aux équipes, Soukaina et Manon, pour vos présentations aussi très claires. Et si vous avez des questions, on est vraiment à votre disposition par la suite. On vous remettra toutes les coordonnées dans le texte. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si on n'a pas l'occasion de rééchanger. Et adhérer à la FESP est obligatoire. Alors, est obligatoire si vous voulez être informé en temps réel et bien accompagné. Après, non, il n'y a pas d'obligation d'adhérer à la fédération. Mais vous voyez que du coup, voilà, au vu de tous les services proposés, il y a quand même de réels avantages. Moi, après, à titre personnel, je trouve que le fait de ne pas être fédéré dans une fédération nationale, c'est juste naviguer à vue sans pouvoir être préparé de toutes les évolutions à venir. Et c'est extrêmement, en tout cas, impactant, et négativement parlant, de ne pas l'être. Donc, je peux que vous inviter à vous fédérer et, au sein aussi de la FESP, si vous êtes convaincu par les services, même titre que tous ceux qui sont déjà. Et à ce titre-là, on vous accueillera et on fera tout en sorte pour vous défendre au mieux. Et le syndicat pour les microcrèches, c'est la FESP, justement. Donc, Delphine, n'hésitez pas à venir. Bon, merci à tous, en tout cas. Très bonne fête de fin d'année et on vous envoie tous les éléments et on reste à votre disposition. Merci beaucoup.